donc essayer de décrypter l'actualité au Togo, bien sûr, sur le plan politique et social aussi. Ils ont pour nom le premier Elom Atisogo. Bonjour Elom. Bonjour Junior et bonjour LCF. Alors, notre deuxième invité, c'est Firmin Teko Agbo. Bonjour Firmin. Bonjour Junior Ménia, merci de m'avoir invité. Ok, dans la deuxième partie, nous aurons Monsieur Otto Günther Pego. Il est responsable, directeur exécutif de la sécurité routière du secours d'urgence. Avec lui, on parlera des nombreux cas d'accidents enregistrés dans notre pays lors du premier semestre 2016. Avant toute chose, voici la une des journaux comme d'habitude. De ce vendredi 29 juillet 2016, nous démarrons par l'éveil de la nation de la Missam Djobo. L'éveil de la nation, donc, ici à sa une ce vendredi. Course effrénée à l'enrichissement illicite à la CET. Le projet radio-communication où un éléphant blanc peut ponctionner des millions. Interview de Victor Doumbé, le produit Agricef va être une puissante locomotive pour amoindrir la pauvreté dans le village et canton et donc à l'échelle nationale. Éternelle rivalité politique et discorde au sein de l'opposition, Agome Kodo fustige les stratégies politiques de Jean-Pierre Fabre. Rapport final de l'atelier du H-Creux, faut-il craindre un tripatouillage des conclusions? Tous ces sujets sont retrouvés dans l'éveil de la nation de ce vendredi. Dans les cas, c'est également l'alternative de Ferdinand Messa Haïté, complément d'enquête Panama Papers. Wassem, Diamond Cement, ATS, nouvelle révélation sur la nébuleuse indo-togolaise d'évasion fiscale. Comme Klassou, un premier ministre actionnaire d'une société qui fait de l'évasion fiscale. Wassem et ses drames Agboyome, Agboyibo, Agomando, Ninevi et Con, passivité ou complicité des cadres de yacht Togocel qui bloquent l'acquisition et l'installation de nouveaux matériels pour un service de meilleure qualité. Interrogation donc à la une de l'alternative. Dans les cas également ce vendredi, le quotidien privé Liberté. Liberté donc qui titre à sa une, troisième mandat non prise sur le pouvoir, lassitude, et si Fort Gnassingbé commençait à préparer sa sortie pour 2020. Opérer les réformes constitutionnelles et institutionnelles, libérer les prisonniers politiques. Téléphonie mobile, le mensonge de Sina Lawson sur l'avènement d'un troisième opérateur au Togo. Franc-maçonnerie, William Bolouvi succède à Rogui, passe à la tête de la Grande Loge nationale togolaise. Et puis rectificatif, Panama Papers, Déverroué Abli Bidamo n'est pas parmi les actionnaires. Toujours dans les caisses ce matin, un journal sorti hier, toujours disponible, chronique de la semaine de Dominique Alizio, remise du rapport de travaux du H-Creux au chef de l'État, le processus des réformes en bonne marche. À quoi servira la fameuse proposition de loi ANC-ADI déposée sur la table du Parlement? La ministre Victoire Tomega Doumbé au sujet des opportunités du FNFI. Notre objectif est de ne laisser personne sur le côté dans notre enquête du développement. Des Guardians de Ambroise Ponjo dans les caisses également. À la une des Guardians, construction de logements pour fonctionnaires au lycée technique de Lomé, la présidence pouvait mieux faire que ces cabanes de réfugiés. Le médiateur de l'UA en difficulté au Congo, Edem Kodjo, paierait-il le prix de sa proximité avec le pouvoir de Lomé? Encore dans les classes, le changement de Amouzouvi. Les voiles se lèvent sur les véritables dessous de la crise au quart. Économie numérique, de profondes mutations en cours. Bientôt Togocel et Togo Télécom en un groupe à l'instar de France Télécom. Dérive autoritaire et népotisme à l'Institut Togolais de recherche agronomique ITRA, une titulaire d'attestation d'admissibilité du BTS engagée pour un salaire de plus de 120 000 francs CFA par mois. Togo Matin dans les kiosques également. Évasion fiscale révélée à Wassem ATS Togo Rail. Comment réagiront l'OTR et le gouvernement? Togo Matin, si on peut avoir la une de Togo Matin, oui bien sûr, merci à Nessor Akakovi. Évasion fiscale révélée à Wassem ATS Togo Rail. Comment réagiront l'OTR et le gouvernement? Sécurité, prélude au sommet de l'UA, consultation tripartite Afrique, Chine, États-Unis. Et enfin le correcteur dans le correcteur de Honoré Adontu. Ashkrim et son atelier d'échange. Encore des millions gaspillés pour entretenir la diversion. Pourquoi Fort Gnassingbé se cache-t-il pour recevoir le rapport des travaux?
bradage des richesses nationales et massacre des Togolais dans les industries extractives. Le parcours et le visage des complices des colons indo-pakistanais dévoilés. Retour en studio avec d'autres journaux avec nous ici rapidement, on va montrer leur une. La Renaissance dans les kiosques. La Renaissance qui dit donc pour la une de ce vendredi, la ministre Victoire Doubé-Tomenga, nous sommes en train de gagner ensemble avec les populations et les institutions de microfinance la bataille de l'amélioration des conditions de vie. L'Union pour la patrie également disponible. L'Union pour la patrie qui titre à sa une consultation Afrique-Chine-USA pour la paix en Afrique, mutualiser les efforts contre l'insécurité et enfin le journal Le Mérite sportif. Le Mérite sportif qui nous propose sa une de ce vendredi, préparation de la saison sportive de football 2016-2017, des dispositions pour rompre avec les démons de la violence se prennent-elles du vivier au congrès électif à la FTBB, le vote serait-il entaché d'irrégularité? On va voir le jingle et derrière la première partie de l'émission. Rebonjour, chers confrères. Bonjour Junior, bonjour FCF. Oui. Alors, on va être relatif sur un événement ces derniers jours. J'aimerais qu'on n'a pas vraiment de 3 minutes. Alors, vous êtes dans un comité qui organise un sommet international sur les leaders de l'Afrique de l'Ouest sur l'immigration clandestine. Alors, qu'en est-il exactement? Bon, oui, effectivement, je suis le président du comité d'organisation du sommet des jeunes leaders d'Afrique de l'Ouest sur la question de l'immigration clandestine. Bien évidemment, c'est un sujet aujourd'hui qui fait l'actualité. Nous avons choisi d'organiser cet événement en prélude au sommet sur la sécurité maritime que notre pays se prépare à abriter à partir du 15 octobre. Et donc, en amont, il y aura cette conférence internationale qui va rassembler des jeunes leaders de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, notamment les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Donc, ça fait 16, et donc ils seront à Lomé pour pouvoir réfléchir aux alternatives à la crise des migrants. Et donc aujourd'hui nous avons enregistré 1000 candidatures de 16 pays d'Afrique de l'Ouest, et donc parmi ces 1000 candidatures nous allons pouvoir faire des sélections, et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et donc à la fin de cette sélection là, on va publier les noms qui ont été retenus par rapport à ce sommet-là, et ensuite il y aura les communicateurs dont on a communiqué également les noms, et donc et il y aura le sommet même qui est prévu au 8 septembre ici même à Lomé au Togo pour réfléchir à la crise des migrants. Alors est-ce que l'immigration clandestine s'inquiète encore cette temps-ci en Afrique de l'Ouest? Oui, l'immigration, la question de la migration inquiète beaucoup, c'est-à-dire que quand vous prenez les statistiques, depuis 10 ans vous avez 22 000 morts, et depuis 2014 vous avez 10 000 morts, on a franchi le cap des 10 000 morts selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et donc ces statistiques aujourd'hui font froid dans le dos. Quand vous prenez par exemple le nombre de morts en Méditerranée, quand on vous dit que 30% de ceux qui sont morts en Méditerranée sont des enfants, et que vous prenez par exemple une association comme SOS Méditerranée qui a sur la Méditerranée un bateau qu'on appelle l'Aquarius qui sauve des migrants, et quand on vous dit que lors des opérations de sauvetage par exemple le quart des personnes qui sont en train d'être sauvés sont des enfants, et que ce sont des mineurs non déclarés, non accompagnés également. Donc vous comprenez que la crise est profonde et qu'il va falloir accentuer la sensibilisation pour qu'on puisse faire retenir les jeunes sur le continent. Bien évidemment, maintenant, il va falloir faire de la prévention, de la sensibilisation, puisqu'on ne peut pas arrêter le flux. Bon, maintenant, il faut sensibiliser, conscientiser ces jeunes qui veulent aller coûte que coûte en Europe au prix de leur vie, puisque prendre une pirogue, c'est quand même beaucoup d'argent qu'on paye. Ça fait $2 000, $3 000, $5 000 pour prendre une petite pirogue. Mais ça va servir à monter l'affaire ici au pays. Oui, c'est ce que je dis, c'est ça même l'enjeu du sommet. C'est-à-dire que quand vous prenez $2 000, $3 000 pour aller peut-être à Lampedusa, en Grèce, etc., vous constatez facilement qu'avec $3 000, vous pouvez monter une activité dans votre pays de départ. Et donc, c'est à ça qu'on veut quand même amener les jeunes. On veut pouvoir les outiller sur l'entrepreneuriat, l'auto-emploi, pour qu'ils puissent prendre en main leur destin, et qu'ils ne puissent pas tout le temps voir le mal du côté des gouvernants. Nous y reviendrons peut-être quand le mois va s'approcher. On aura le temps d'en parler davantage. Merci pour ce petit détail sur votre sommet. Alors on va parler de la campagne du CACIT pour les victimes de 2005. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo CACIT a lancé une campagne de sensibilisation en faveur des victimes des événements sanglants de la présidentielle de 2005. À travers des affiches où on peut lire « Togo, souviens-toi des victimes
de 2005. Ils ont tué mon mari. Ça va dire l'affiche à l'écran. Togo, souviens-toi des victimes de 2005. Ils ont tué mon mari. Je tiens à ce que la justice soit faite car ces hommes ont bafoué ma vie et celle de mes enfants. Alors, Fimete Kouagbo, que tu dis de cette nouvelle campagne du CACIF en faveur des victimes de la présidentielle de 2005 au Togo? Merci Julien pour la question, mais je voudrais simplement dire que c'est juste un petit rappel. Au lendemain de la mort du général Eyadema, Lomé et certaines villes de l'intérieur ont connu des actes de violence, des violations des droits de l'homme. Et ces actes se sont poursuivis avant, pendant et après la présidentielle de 2005. Et vous vous rappelez qu'il y avait le rapport de la Ligue togolaise des droits de l'homme et il y avait aussi le rapport de l'Union africaine, l'Amnesty internationale, qui avait dit à l'époque que ces actes ou ces violences ont été perpétrées, entre autres par les forces de sécurité du pays et certaines milices proches du pouvoir et de l'opposition. Et au lendemain de la prise de fonction du président de la République, Faure Gnassingbé, en 2005, il avait mis en place une commission qu'on avait appelée, vous vous rappelez, la commission Kofigo. Et cette commission avait vraiment travaillé et avait dit qu'il y avait eu 150 morts. La commission des Nations Unies aussi, qui était une commission d'établissement des faits, dirigée à l'époque par Dieng Doudou, je vous rappelez, Doudou Dieng. Et cette commission aussi avait parlé de 500 morts. Ces 500 morts-là, ils ne sont plus, mais ils ont des familles, ils ont des proches. Il y a des gens qui ont laissé leurs enfants, il y a des gens qui ont laissé leurs soeurs. Et ce sont ces victimes aujourd'hui qui souffrent. Vous savez, je vais vous le rappeler. Il n'y a pas longtemps, on a organisé les 25 ans de la conférence nationale. La table ronde, vous en rappelez, vous en avez suffisamment parlé ici sur cette antenne. À la faveur de cette manifestation, j'ai eu à travailler un peu avec, ou collaborer un peu avec le CACIF. Et jusqu'à maintenant, il y a des victimes qui continuent d'appeler, les victimes de 2005 qui continuent d'appeler. Et quand le CACIF les appelle, mais il y a certaines victimes qui répondent, mais merde, laissez-nous tranquilles. Ça fait des mois qu'on travaille avec vous, mais rien de concret. Rien de concret. Le CACIF n'a pas... Les victimes sont dessus. Ils sont dessus. Parce que quoi? Il y a des gens qui sont blessés dans l'âme. Il y a des gens qui ont perdu leurs jambes, des gens qui ont perdu un œil, des gens qui continuent de souffrir, des gens qui ne peuvent aujourd'hui rien faire parce que la vie peut-être entre guillemets a été injuste à un moment donné à leur égard. Maintenant, le CACIF ne peut rien faire. Il revient à l'État de s'occuper de ces victimes. Je vais vous dire, au lendemain de ces soubresauts-là, le CACIF a enregistré des dizaines de cas et des plaintes, au moins plus de 70 plaintes ont été déposées devant les tribunaux de Lomé, devant les tribunaux d'Atakpamé et à Amlamé. Et on n'a eu aucune suite favorable. Et le CACIF a accompagné ces victimes devant la Cour de justice de la CEDEAO en 2011. En 2013, la Cour de justice a rendu sa décision. La Cour de justice de la CEDEAO a demandé, a dit que l'État togolais a violé le droit de ces victimes-là à être jugées, conformément à l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et a ordonné en conséquence l'État togolais d'inviter les juridictions nationales à instruire cette affaire-là, afin que la justice ou le droit puisse être dit en leur faveur. Je vais vous dire ceci. Je me rappelle que lorsque la CDJR présentait son rapport ou remettait son rapport, le livre blanc au chef d'État, le président de la République, Faure Gnassingbé, avait parlé de 4 piliers de la justice traditionnelle, qui sont le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à la réparation et les garanties de non-répétition. Par rapport aux garanties de non-répétition, ce sont des mesures qui doivent être prises par les autorités publiques pour apaiser les gens, des mesures qui rentrent dans le cadre de l'instauration d'un véritable état de droit. Il y a une phrase que j'ai gardée dans son discours à l'époque qui disait que tout au long de ces années, je me suis aperçu, j'ai mesuré l'ambition ou l'aspiration, l'immense aspiration de nos concitoyens à plus de liberté, de justice et de paix. Vous imaginez? Il parle de paix, il parle de la justice. Les gens continuent de souffrir, les gens sont meurtris dans leur âme. Moi, je suis tenté de dire quelquefois que le président de la République, il parle, mais il n'honore pas sa parole. Il serait intéressant. Il n'agit pas. Il n'agit pas. Il parle simplement, il a de beaux discours, il dit chaque fois, nous travaillons pour la consolidation de l'état de droit, pour la consolidation de la démocratie. Nous allons faire des réformes, nous allons faire ça. Mais cela, on n'a pas d'impact positif sur la population
Togolais. Il n'agit pas. Je vais vous dire encore ceci. Rapidement. En septembre 2015, vous vous rappelez que les chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont souscrit aux ODD, Objectifs du développement durable. Et nous en avons 17. Comparé aux OMD, les ODD parlent beaucoup plus des droits de l'homme. Respect de la dignité humaine, respect des droits de l'homme. Et ces ODD se sont inspirés fondamentalement des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le président de la République a souscrit à cela. Il connaît mieux que vous, que Elon Musk, que Fiona Teko-Agbo, ces dispositions, ces objectifs du millénaire, ces objectifs du développement durable. Mais jusque-là, il n'agit pas. Qu'est-ce qu'il attend? En réalité, la CDG a parlé de la mise en place d'une commission indépendante qui devrait s'occuper de cette histoire. Et pourquoi depuis la commission de la famille on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. En réalité, le HCRO n'a pas... Il revient aussi peut-être à la société civile de mettre la pression ou bien de rappeler ça au gouvernement. Pas de le casser à travers cette campagne. On aurait pu saisir le gouvernement, le chose officiellement, vous dire voilà, les victimes de 1500 sont oubliées, où en est-on? C'est une manière, cette campagne en réalité est en train de demander aux autorités de revenir ou de respecter les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de cette situation-là. C'est une manière de faire pression indirectement. Il revient peut-être aussi au HCRO de savoir ou de s'apercevoir que sa mission première n'est pas de faire les réformes. Le HCRO ne fera pas les réformes. Le HCRO a aussi pour responsabilité de s'occuper de cette histoire de réparation et d'établir de dédommager bien sûr ces victimes-là. Madame Daboya Nana doit savoir à un moment donné que ça... Elle n'est pas seule. Il y a M. Ouya Evalo et aussi Madame Angélique Ponjo. Oui, je parle du haut commun du HCRO. Donc je sais que la présidente du HCRO, c'est Awa Nana Daboya. Donc elle doit savoir que sa mission, ou la mission première de son institution, c'est de dédommager, c'est d'établir un programme de réparation pour qu'on puisse aider réellement ces victimes qui souffrent toujours. Ce sont des victimes, ce sont des Togolais, ce sont des gens qui souffrent, qui continuent de souffrir. On peut s'occuper de... Merci Fimet Teko-Agbo, vous avez été peu long, désolé Lomati Soubé. Alors vous l'avez suivi donc Fimet Teko-Agbo qui maîtrise visiblement le dossier. Alors comment expliquez-vous que 11 ans après la barbarie de 2005, les victimes et leurs familles restent négligées, oubliées et qu'il n'y a pas de justice pour eux? Bon, d'abord une pensée à l'endroit de toutes ces victimes qui sont tombées en 2005 lors des violences post-électorales. Et comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation aujourd'hui? Bon, c'est vrai que beaucoup d'initiatives ont été prises au niveau de l'État pour pouvoir donner une certaine satisfaction à ces victimes-là. Mais ce qui est fondamental, c'est que les plaintes qui ont été déposées par le CACID, par exemple, au niveau de la justice, n'ont jamais été instruites. Il y a des plaintes qui n'ont pas été instruites. Donc on s'interroge réellement sur la volonté de l'État de pouvoir entreprendre ou engager des réparations en faveur de ces victimes. Bon, heureusement qu'il y a eu la commission Vérité, Justice et Réconciliation dont le rapport final a été disponible. Je rappelle que le rapport final, c'était le volume 1 qui a été publié. Il y a d'autres volumes, c'est-à-dire le volume 2, le volume 3 qui n'ont pas été mis à la disposition de la presse. Et donc dans ce rapport déjà, le volume 1 de ce rapport final des travaux de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, il y a des aspects fondamentaux. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, c'est-à-dire qu'on a insisté beaucoup plus sur l'aspect réparation des victimes. Et donc 11 ans après, on s'interroge toujours, et on est là à pouvoir s'interroger toujours sur la volonté de l'État togolais de pouvoir prendre en compte cette réparation-là. C'est vrai que c'est une question transversale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui parler de justice, on ne peut pas aujourd'hui parler de sécurité, de paix, sans pouvoir prendre en considération la souffrance de ces victimes-là, sans pouvoir mettre en œuvre véritablement beaucoup de choses pour mettre de la baume au cœur à ces victimes. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres fondamentaux que nous sommes en train d'évaluer et au niveau de la société civile, au niveau des journalistes et au niveau de la classe politique également, qui doivent concourir ou bien qui doivent aller en faveur de la réparation de ces... Justement, la classe politique depuis lors garde le silence, même lors des travaux du dialogue qui ont abouti donc à l'APG, on a ignoré carrément les victimes et jusqu'aujourd'hui personne n'en parle.
Oui, bon, est-ce que je dirais que les victimes ont été ignorées? Je pense quand même que le rapport de la CVJR a quand même ressorti beaucoup de choses. Et donc, on s'interroge maintenant sur la volonté de l'État de pouvoir implémenter ce qui est écrit dans le rapport. C'est beaucoup plus de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on a un beau rapport. Quand vous lisez, quand vous parcourez toutes les pages de ce rapport volumineux de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, vous vous rendez compte de beaucoup de choses. C'est vrai que la classe politique n'insiste pas beaucoup plus sur l'aspect réparation des victimes. On reste dans le carcan des réformes constitutionnelles et institutionnelles, si bien qu'on a oublié peut-être ce qui s'est passé il y a 11 ans, ce qui est encore frais dans les mémoires. On se rappelle encore de toutes ces personnes qui sont tombées sous les balles, qui ont été mutilées, etc. Ce sont quand même de tristes souvenirs. Mais au niveau de la classe politique aujourd'hui, on pense que l'enjeu est ailleurs. C'est-à-dire que l'enjeu pour eux aujourd'hui, c'est les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors qu'on ne peut pas parler de réformes constitutionnelles et institutionnelles sans inscrire la question de la réparation des victimes au cœur de ces réformes-là. Et donc, je pense quand même que le livre blanc qui a été adopté finalement 3 ans après la remise du rapport de la CVJR à l'État togolais, le livre blanc qui devrait ou qui doit être, selon le rapport, la première action à mener au niveau de l'État togolais pour décrire la façon dont l'État entend mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Et donc, ce livre blanc a été adopté 3 ans après la remise des travaux, la remise du rapport des travaux de la Commission. Et donc, ça a laissé perplexe toute l'opinion par rapport à la volonté de l'État ou du gouvernement de pouvoir mettre en œuvre les recommandations de la CVJR. Heureusement que le livre blanc a été adopté. Maintenant, on attend la mise en œuvre concrète de ce livre blanc. On attend peut-être de lire au niveau du budget de l'État un fonds qui sera dégagé, un fonds de réparation des victimes qui sera inscrit au budget de l'État pour pouvoir... Le H nous dit qu'il a déjà une partie, donc, mais c'est insuffisant, il attend qu'on complète pour commencer le travail. Oui, bon, vivement, parce que les victimes sont là, il y a beaucoup de choses qu'ils attendent, qu'elles attendent plutôt, etc. Les proches de ces victimes-là, les parents, etc. sont là. Il va falloir qu'on puisse accélérer le processus pour qu'on puisse une fois pour toutes dédommager ces victimes, comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire et avec la commission créée par le président Ouattara. Est-ce que parce que la classe politique ou bien les politiciens font assez pour les victimes? Non, je ne pense pas. Vous savez, les premiers responsables qui doivent s'occuper de ces victimes, je pense que c'est le gouvernement. Parce que quand vous lisez le rapport, on a parlé de l'État. L'État, c'est le président de la République, les ministres et tous ceux-là qui gèrent certains pouvoirs de ce pays. Il revient à l'État de le faire. Mais ce qu'on constate aussi est que l'opposition dans son ensemble n'arrive pas à... Il y a tellement d'enjeux de pouvoir qu'on oublie l'essentiel même. L'essentiel, c'est le social. L'essentiel, c'est ces victimes-là. Quand on parle de ministre de l'opposition, dans le rapport de la RTDH à l'époque, on a parlé des ministres de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a des actes qui ont été posées par ces ministres de l'opposition aussi. Ça veut dire que si les gens souffrent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a l'opposition aussi, peut-être qui a fauté à un moment donné. Il y a l'opposition qui a voulu prendre le pouvoir par la rue, et maintenant des gens sont en train de subir des conséquences. Ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est que l'opposition mette dans son programme la question de ces victimes-là. Et il ne fait pas seulement la société civile de s'en occuper. Non, la société civile n'a pas suffisamment de moyens. L'opposition, les partis politiques peuvent travailler ensemble d'un commun accord. Les moyens de pression. Et des moyens de pression. Ou aider même cette société civile, ces organisations de la société civile aujourd'hui. Parce que ce que le CACITA a enclenché comme travail, cela peut être soutenu par une partie de l'opposition. L'opposition peut soutenir ces actions-là pour faire augmenter la pression. Et peut-être avec cette pression-là, je pense que les autorités vont fléchir. Mais on ne va pas seulement parler de réformes, alors qu'il y a des gens... Quand vous allez faire des réformes pour qui? Ce sont pour des êtres humains, pour des Togolais. Vous voulez travailler avec des Togolais ou pas? Si on veut travailler avec des Togolais, on doit travailler, on doit tout faire pour que tout le monde se sente à l'aise et travaille dans de bonnes conditions. On va évoluer, on va parler donc de la polémique qui est née donc de l'élection du nouveau bureau de l'OTM, Observatoire Togolais des médias. L'Observatoire Togolais des médias OTM, le tribunal des pairs, a donc un nouveau bureau depuis mardi dernier. Un bureau qui ne fait pas l'unanimité au sein de la corporation, puisque le patronat de la presse togolaise PPT, dans un communiqué, dénonce le caractère d'exclusion et de mépris des autres organisations de presse et informe par le même courrier les autorités et l'opinion publique qu'il ne sera concerné ni sur le fond ni sur la forme par les activités de cet observateur. Réaction,
Bon, moi je pense quand même qu'on doit aller vers une cohésion au niveau de la presse nationale, de la presse togolaise. Parce que les recommandations des États généraux que nous avons eues récemment à Palimé ont quand même tenu compte de cet aspect-là, de la cohésion au sein de la presse togolaise. C'est vrai que l'Observatoire togolais des médias aujourd'hui est une entité ou un tribunal des pairs et dont le fonctionnement a toujours été un problème. C'est-à-dire que les gens se sont toujours interrogés sur la mission, la vision réelle de l'Observatoire togolais des médias. Donc il va falloir que d'abord, le premier travail à faire au niveau de cet observatoire, c'est de pouvoir communiquer ou de sensibiliser les gens sur la mission et la vision de l'Observatoire togolais des médias. Je me rappelle encore les nombreuses affaires passées et traitées par rapport à beaucoup de choses au niveau de l'Observatoire togolais des médias. Et donc si aujourd'hui l'Observatoire togolais des médias se retrouve encore au centre d'une polémique, ça voudrait dire qu'au niveau de l'Observatoire togolais des médias, de cette institution-là, il va falloir qu'on puisse communiquer, faire des sensibilisations sur la mission, la vision, le fonctionnement même de cette institution pour ne pas créer d'autres problèmes. Parce vous avez vu, allez-y. Oui, parce qu'au niveau, par exemple, du PPT, le patronat de la presse togolaise, qui est une association aujourd'hui qui fait un travail de cohésion, puisque aujourd'hui le patronat de la presse togolaise voudrait quand même essayer d'être représenté dans toutes les institutions de presse au Togo et dans tous les organes de régulation, ce qui est salutaire. Et donc ce travail-là que le PPT a commencé, il va falloir qu'il puisse être poursuivi. Et donc s'il y a des velléités, il y a des réticences au niveau des organisations, au niveau des instances, pour pouvoir accueillir des organisations de presse, etc. Moi je m'interroge réellement sur la volonté même des acteurs de la presse, y compris moi-même, à pouvoir rassembler. Parce que les états généraux de Palimé qui ont pondu des recommandations intéressantes par rapport à l'union, par rapport à la cohésion au sein de la presse, mais quelques années après on s'interroge, enfin on se rend compte que ces recommandations sont restées dans les tiroirs et qu'il n'y a rien qui est appliqué sur le terrain. Et donc ça dépend de la volonté des acteurs eux-mêmes à pouvoir rassembler les organisations de presse, à pouvoir rassembler la presse elle-même. Donc aujourd'hui c'est un défi, un grand défi, que l'OTM puisse sensibiliser l'opinion, faire une campagne de sensibilisation pour informer sur sa mission, sa vision et ses objectifs par rapport à la presse togolaise. On se rappelle que vous avez été victime de l'OTM. Également, oui. Alors, le PPT va loin donc en mettant en garde le nouveau bureau élu contre toute tentative de porter son regard sur le PPT et les organes de presse qui le composent. C'est très sérieux. PPT quoi. Vous savez, moi je me sens très mal à l'aise, j'avoue, quand on me demande de parler de la presse togolaise. Vous savez, moi, pourquoi pourquoi? Parce que on voit les politiques s'entre-déchirer. Et les politiques sont en train de nous diviser. Alors que ce soit du journaliste, que je sois journaliste du côté du pouvoir ou de l'opposition, on est journaliste. L'important c'est d'être journaliste. Donc quand on s'entre-déchire, moi ça me fait vraiment mal. L'important ce n'est pas cela. L'important c'est d'améliorer nos prestations. Vous savez, avec ces querelles-là, je ne peux dire là où je ne peux déterminer l'avenir de la presse togolaise. C'est comme on va toujours continuer pendant des années à s'entre-déchirer. Ce n'est pas l'important. Aujourd'hui, quand France Nationale quitte le pays et va faire une interview, accorder une interview à une chaîne internationale, je pense que c'est une injure à l'endroit des journalistes togolais. C'est une grande injure. Parce qu'ils n'arrivent pas à organiser des conférences de presse ici, ça veut dire que peut-être ils nous proposent un certain nombre de choses. Et s'ils nous proposent un certain nombre de choses, le premier responsable c'est lui. J'ai l'impression que les politiques ne veulent pas d'une presse forte dans ce pays. Et en réalité, nous sommes des collaborateurs du service public. Parce que quand on publie un décret présidentiel, ce sont les journalistes qui rendent public ce décret-là. Qui le relaie. Vous en parlez, et il y a tout le monde, il y a tous les journalistes de la presse publique qui en parlent. Ça veut dire que nous collaborons. Nous sommes des collaborateurs du service public. Et ce travail-là doit être soutenu. Et récompensé. Récompensé, normalement. Et avec ces petites querelles-là, moi je dis, excusez-moi, mais ces petites attitudes que nous rencontrons au niveau de la presse togolaise, si on peut s'asseoir et chercher à organiser, à cerner la profession, je pense qu'on irait très loin. Vous savez qu'on n'a pas d'école de journalisme au Togo. Il y a des écoles. Non, je parle il y a des ICA qui Attendez, vous savez toute modestie que je veux dire ceci. Quand j'ai été rédacteur en chef dans une radio de la capitale, dans une radio privée,
J'ai eu à travailler avec des stagiaires. En FM? Non, pas en FM. J'ai été journaliste et reporter présentement dans une radio. J'ai eu à rencontrer des jeunes qui sortaient de l'ICK. Vous savez, quand vous travaillez avec ces jeunes, moi j'ai corrigé plusieurs de leurs mémoires, plusieurs de leurs rapports. Vous savez, vous rencontrez. Et si l'ICK forme vraiment des journalistes, c'est écœurant, c'est compliqué, Junior. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Mais ces jeunes vous disent qu'ils viennent d'avoir leur licence en journalisme. C'est incroyable. l'ICK forme des diplômés, non des journalistes. Vous savez, si la presse pouvait s'organiser pour qu'on puisse assainir la profession, pour qu'on puisse créer un centre de formation de perfectionnement. Vous savez comment je suis sur une plateforme sur WhatsApp, Togo Citoyen. Notre ambition aussi, c'est d'aider aussi à la création de ce centre de perfectionnement pour qu'on puisse améliorer un certain nombre de choses, pour qu'on puisse amener les autorités publiques à créer une faculté de journalisme sur le campus universitaire de Lomé ou sur le campus universitaire de Kara, pour qu'on puisse avoir des journalistes professionnels. Parce que si on n'a pas de journalistes professionnels, je ne pense pas qu'on puisse faire évoluer le pays. Parce que quand on parle de la démocratie, c'est aussi la presse, c'est la société civile, c'est les partis politiques. Si on n'a pas de bons journalistes, ça veut dire qu'on ne peut pas construire une bonne démocratie. Ça veut dire que tout le monde peut rentrer dans la corporation et dire, bon, je suis journaliste. Vous allez voir un jeune de 22 ans, 23 ans, qui va vous dire qu'il est éditorialiste. C'est incroyable. Moi, je me rappelle que nous avons reçu un stagiaire à l'époque. Après 6 mois de stage, il dit, bon, je vais écrire un éditorial sur la démocratie togolaise. Mais je lui dis, mais qu'est-ce que toi tu sais? Tu es né quand? Tu n'es même pas né en 90. Tu n'es même pas né en 90. Comment tu parles de la démocratie togolaise? Tu as une fois rencontré Akouibon, tu as une fois rencontré Kofi Go, mais tu parles de la démocratie togolaise. C'est parce que la profession est tellement ouverte et tout le monde. Il n'y a pas de cadre c'est pas bien verrouillé. C'est pas bien verrouillé. N'importe qui. Un mécanicien. Les ratés scolaires. Oui, un mécanicien, un menuisier peut venir dire qu'il est journaliste. Moi, je vais vous dire ceci. Vous savez, avec ce forum qui est en train d'être organisé actuellement à l'hôtel Idaoba, l'autre fois, il y a quelque chose qui m'a choqué. J'avais la liste des journalistes qui était arrivée. Et sur la liste, je vois, nous gérons Togo Citoyen. Et je vois sur la liste, il y a un journaliste qui a écrit Citoyen Info, Togo Citoyen Info. Vous imaginez? Un journaliste qui écrit ça. C'est des blogueurs, souvent c'est des jeunes, jeunes blogueurs. J'espère que l'équipe de la HAC est là, il a fait le travail hier, donc l'équipe de la HAC a rencontré les organisateurs de presse pour essayer d'assainir le milieu et très bientôt il y aura une assise pour définir qui est journaliste, qui doit être journaliste, comment être journaliste au Togo et j'espère que ça se fera très bientôt et on va essayer d'assainir cette profession. Cela n'est pas suffisant. Il serait intéressant qu'on crée une école de journalisme en bonne et due forme à l'université, dans nos universités. On fera le plaidoyer, donc, mais je rappelle aussi qu'au Togo, à l'université de Lomé, ancienne université du Bénin, il y avait une école de journalisme et c'est ici qu'un certain Norbert Zongo a été formé. Ça, c'est une parenthèse. On va parler des populations de Yoto qui ont des petits soucis avec l'autorité parce que la voie à Nero Tabego est en inflation, à Nero à Tabego, du coup, on demande aux populations qui se trouvent dans l'emprise de la voie du Guerpire au plus grand tard sur le 9 juillet. Le hic ici, c'est qu'il n'y a pas de dédommagement en vue. Elle va se trouver. Bon, moi c'est une affaire que je ne maîtrise pas très bien. Bon, par rapport au dédommagement, je pense quand même que ça devrait se faire parce que rien n'explique le fait que si réellement c'est une activité ou bien des travaux qui sont prévus par l'État et qu'il y a des populations environnantes, il va falloir que l'État puisse dédommager ces populations. Bon, maintenant, s'il y a des raisons fondamentales qui expliquent le fait que l'État ne peut pas dans une certaine mesure dédommager ces populations, il va falloir également que l'État puisse les informer de ce qui est possible à faire parce qu'on ne va pas quand même les expulser afin qu'ils dorment à la belle étoile. Il va falloir qu'on puisse leur trouver quelque part ou bien les aider à trouver quelque part où ils peuvent convenablement dormir, etc., avoir le minimum qu'il faut. Donc je pense quand même qu'au niveau de ces populations-là, ils doivent peut-être s'organiser pour désigner des personnes qui peuvent discuter, engager un dialogue avec l'État afin de poser véritablement leur situation là, leur décrire la situation pour qu'ils puissent avoir quelque chose en guise de dédommagement par rapport aux travaux qui vont se faire. Alors, vers qui donc tourner les populations de Kolologo, Amenira, Yohonu, Djekro, Hagou, Momer Hagou et autres, hein, très dédommagés. Écoutez, ils n'ont plus de serre, qui se vouait.
le seul fait auquel ils pouvaient se vouer, c'était l'État. Maintenant, l'État leur dit, maintenant, je ne veux plus de vous, alors vous devez quitter. Moi, je viens de parler tout à l'heure des objectifs du développement durable. Et quand on parle de développement durable, c'est une forme de développement qui a pour objectif de concilier l'économique et le social, avec pour ambition de préserver l'environnement. Vous comprenez? Et quand on parle de développement durable, on met un accent particulier sur l'économique, le social. Et quand on parle du social, on parle de la santé, on parle du logement. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire dans le cadre de ce développement durable-là doit aider à préparer l'avenir. L'homme doit être au milieu. L'homme doit être au milieu des préoccupations. Je dis, le président de la République, les autorités publiques du Togo prennent des engagements, mais j'ai l'impression qu'ils ne lisent pas ces engagements-là. Vous allez demander aux gens de quitter leur lieu. Ils ont fait ces lieux-là pendant longtemps. Ils ont passé assez d'années. Ils ont des enfants. Ils ont leurs petites affaires qu'ils font tourner. Et vous allez leur demander de quitter. Ils vont aller où? Alors que vous dites que vous allez construire l'État. Vous allez construire l'État avec qui? Il dit que c'est la population qui construit donc leur maison dans l'emprise de la route. L'État était où? L'État était où? Vous savez, quand on me dit, si moi j'ai une maison aujourd'hui sur une réserve publique, et aujourd'hui on me demande de quitter, je vais quitter, mais c'est de la responsabilité de l'État. Mais tu vas quitter, tu seras dédommagé. Oui, écoutez, je dois aller. Et si on me demande de quitter, je vais quitter parce que c'est l'État qui me le demande. Mais l'État était où quand je construisais? L'État doit me dire, monsieur, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de violer une règle de droit. Vous êtes en train, là où vous êtes en train de construire, c'est de l'art, il s'agit de la propriété de l'État. Vous voyez des gens construire, vous ne dites rien, et du jour au lendemain, vous dites, vous allez construire. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de juridiction administrative qui fonctionne normalement que nous avons de cette situation-là. Sinon, ces populations pourraient normalement, ou auraient la possibilité d'aller saisir des juridictions administratives. Le tribunal administratif existe. Vous avez au moins une dizaine d'affaires administratives que vous pouvez me présenter ici? Je ne pense pas. Ça veut dire que le tribunal administratif ne travaille pas normalement, ne fonctionne pas normalement. Sinon, chacun connaîtrait ses droits et aurait déjà saisi des juridictions administratives et le droit aurait peut-être serait déjà dit en faveur de ces victimes-là. Les gens souffrent, on n'a pas de développement durable, il faut travailler pour protéger l'avenir. Parce que nous ne savons pas là où nous sommes en train d'aller actuellement. Merci Fimette Kouagbo. Mesdames, Messieurs, on va marquer une pause derrière la pause, on reçoit notre invité, Monsieur Otto Guinter. Pego. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Retour dans le sujet avec notre invité, M. Otto Guinter Pego. Il est donc le directeur exécutif d'action pour les victimes de la route, sécurité routière et aussi secours d'urgence. Bonjour M. Guinter Pego. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler d'accidents de la route. Au premier semestre 2016, les services de police et de la gendarmerie ont enregistré sur les routes 3407 cas d'accidents qui se sont soldés par 239 morts, soit une moyenne de 40 morts par mois. 4116 blessés, soit une moyenne de 686 blessés par mois. Il y a de quoi s'inquiéter, M. Guinter, Otto. Tout à fait. Il y a de quoi s'inquiéter parce que ces chiffres ne sont pas des chiffres qui sont familiers au kiosque de loterie, de London Pool et tout ce que vous voulez. Ce ne sont pas des chiffres porte-bonheur. Ce sont des chiffres indicatifs qui nous disent que des vies humaines sont en train de quitter notre monde où il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'attaque terroriste et pourtant ils partent en milliers. Je voudrais préciser également que ces chiffres qui sont publiés ne sont qu'indicatifs. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Les 3407 accidents sont ceux-là qui ont été constatés de façon régulière par les services de police et de gendarmerie. Ouais. Les 239 également sont les personnes décédées sur les lieux au moment
des constats, et les 4116 sont les blessés légers, graves, qui ont été évacués sur le lieu de l'accident. Nous ne disposons pas ou nous n'avons pas de dispositif aujourd'hui pour avoir la traçabilité de ceux qui sont rentrés à la maison des effectifs des blessés. Et donc, les 239 morts sont juste indicatifs. Il se pourrait qu'on ait eu la moitié, il se pourrait qu'on n'ait pas eu du tout, qui ait rejoint le nombre de morts, mais il faut se dire que les blessés, souvent, on en prend dans des états vraiment graves, à telle enseigne que vous constatez ou vous consignez au moment même de leur évacuation que telle ou telle victime, il n'est pas probable qu'ils reviennent à la maison. Alors, comment peut-on expliquer qu'en l'espace de 6 mois, il y a eu autant d'accidents sur nos routes ici au Togo? Oui, tout le problème ou toute la problématique se situe là. Il y a un véritable problème de délinquance qui trouve ses nids dans le comportement, ou du moins dans chaque usager de la route, ou si vous voulez, dans la majorité des usagers de la route. Je suivais ce matin sur un média un auditeur qui disait avec beaucoup de satisfaction, de fierté, que il ne peut pas aller balayer parce que le président de la République n'était pas la personne indiquée à y être. J'étais tellement sidéré que mon fils a réagi, puisqu'on suit souvent les émissions et j'essaie de les canaliser. Tout à l'heure, quand je vous suivais par rapport aux médias, j'ai apprécié les interventions de part et d'autre. Et mon fils a dit, voilà quelqu'un qui raisonne comme un élève qui n'aime pas, qui ne réussit pas en anglais, qui ne fait pas l'anglais tout simplement parce qu'il n'aime pas le professeur d'anglais. Je me suis posé la question de savoir, parce qu'on n'aime pas le président de la République ou quelqu'un du gouvernement, on peut se permettre de vivre dans la saleté. Et exactement, je transpose cette vision, cette façon de voir les choses sur le terrain de la gestion de la sécurité routière. Quand on dit sécurité routière, je voudrais plutôt rester à l'état primaire, prévention routière, vous ne faites pas la prévention pour le président de la République. Vous ne faites pas la prévention pour le ministre Yark ou pour le ministre non-femme ou je ne sais lequel d'entre eux. Vous faites la prévention pour vous. Lorsqu'il a été question de porter le casque, des voix se sont élevées pour dire on vous demande de trouver du travail à la population, vous ne le faites pas, vous obligez les gens à porter le casque. Alors, je suis arrivé à cette réflexion, ou du moins à cette analogie, en disant, voilà un papa qui, conscient ou inconscient, ne trouve pas du travail, ne se gêne peut-être pas à trouver du travail à ses enfants, mais qui constate que ses enfants vont souvent sur un dépotoir, trouvent plus ou moins de quoi survivre, mais en reviennent blessés, les pieds taillardés par des tessons de bouteilles. Alors le papa décide d'obliger ses enfants ou d'amener ses enfants à aller sur le tas de dépotoirs, mais munis de bottes. Alors les enfants se dressent contre le papa. Tout ce qu'on te demande, c'est de nous trouver du travail, un point écrit. Le papa aura-t-il tort d'imposer à ses enfants des bottes pour aller sur le dépotoir pour se prendre en charge? Et les enfants auront-ils le droit d'aller chercher la survie au mépris des dispositions nécessaires pour survivre? En revenant sur le terrain, je veux dire, lorsqu'on demande à un individu, à un Togolais ou non Togolais de porter le casque, il porte le casque pour qui? Pour lui-même. Voilà. Tout comme la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité, la non-utilisation du téléphone au guidon, d'une moto ou au volant d'une voiture.
ce sont des comportements inciviques qui n'ont rien à voir. Et j'ai dit quelque part, il faut dépolitiser la gestion de la cité. Pour moi, je compare à une maison où on a un papa ivre peut-être, qu'on appelle un toutou boum boum, mais qui quand même est respectueux des mesures de protection pour la survie de ses enfants. Et les Togolais doivent dépolitiser la gestion de la cité, parce que la gestion de la cité, quand un bus part de la station d'Agalepédo, de la gare routière d'Agalepédo pour Atapamé, pour Kara ou Dapaon ou pour Ouagadougou, et que malheureusement il survient un accident, l'accident ne prend pas les dispositions pour sélectionner les partisans de UNIL, ANCK et autres. Il veut tuer, il tue tous les occupants, un point, un trait. Il veut briser les membres, il brise les membres de l'équipage, un point, un trait. Et en partant de cette assertion, il vaut mieux avoir une lecture vraiment réaliste de la gestion et des propositions qui sont faites par celui qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Parce que dans tous les cas, il revient exclusivement à celui-là de prendre les dispositions de protection. Et il prend les dispositions pour en prendre. Le citoyen, tout en réclamant la perfection de la part de celui-là qu'il aime ou qu'il n'aime pas, a le devoir impérieux et non négociable d'observer les principes de la gestion de la cité. Monsieur Gauthier, est-ce qu'il ne sera pas intéressant de multiplier les sensibilisations? Oui, il faut multiplier les sensibilisations, et c'est avec vous les médias que ça va se faire, et je me réjouis de cette opportunité que LCF m'offre, et par moi à toute la famille de la sécurité routière, de la société civile, comme des structures étatiques ou non étatiques. Il faut multiplier la sensibilisation, comme j'ai l'habitude de le dire, en fréquence et en volume. En fréquence et en volume. Parce que nous sommes sur un terrain de mobilité où vous vous adressez aujourd'hui, au moment où nous sommes en train d'animer cette émission, il y a des milliers de Togolais qui nous suivent, mais qui après vont se déplacer, et d'autres milliers qui vont revenir à Lomé, se joindre à l'animation de la circulation routière, et qui malheureusement n'ont pas eu accès à cette émission. Est-ce que vous voyez? D'où la nécessité qui est la fréquence, qu'on ne fasse pas cette émission pour ne revenir qu'après 3 mois ou qu'après 6 mois. Voyez-vous? Et en volume, c'est-à-dire qu'il faut avoir le temps horaire nécessaire pour véhiculer l'information. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, quand on m'invite pour animer un exposé ou un débat sur la sécurité routière, qu'on me donne 5 minutes, je dis je ne viens pas. Parce qu'en 5 minutes, c'est pas que je ne peux pas. Donc c'est suffisant quand même. C'est suffisant. C'est insuffisant. Bon, pour moi, c'est suffisant si ceux à qui je m'adresse sont également de ce niveau, où j'utilise les mots, juste les mots indiqués pour véhiculer l'information. Mais dès lors qu'il faut s'adresser à tout un peuple, intellectuel ou non intellectuel, il faut avoir un volume horaire suffisant pour véhiculer l'information. Au-delà des sensibilisations aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Lego? Au-delà des sensibilisations, il faut mettre les outils. Et quand je dis mettre les outils, c'est-à-dire au niveau même de la gouvernance, il faut qu'on puisse trouver les institutions. Vous savez, j'ai l'habitude de me plaindre pour dire, quand il a été question du VIH-Sida, nous avons le programme national de lutte contre le Sida, nous avons le comité national de lutte contre le Sida, nous avons lorsqu'il y a eu question de gérer la fièvre ou de l'ASA, et virus Ebola et tout ce que vous voulez, il y a été question de cellules de crise et On a vu le gouvernement était très actif. Voilà. Mais je ne perçois pas vraiment cet engouement autour de la question
de l'insécurité routière. Mais M. Bogo, en 2014, le chef de l'État avait déclaré l'année 2014 année de la sécurité routière. Oui, oui, à travers ce que j'ai bien utilisé le mot engouement, c'est-à-dire que le terrain n'est pas délaissé par l'autorité ou les autorités, mais je pense qu'on peut mieux faire quand je vois la disponibilité du gouvernement à travers cet engagement du chef de l'État par exemple. Quand je vois la ressource humaine qui est là, disponible, la compétence que mes collègues autour de moi avaient pour faire face à cette pandémie, et que nous en sommes encore là, la police qui est là, disponible, je crois qu'il faut qu'on mette les moyens. Il faut qu'on mette les moyens. Et par exemple véhiculer par exemple les policiers qui descendent. Véhiculer les policiers qui descendent. Ils ont leur moto. Non, ils ne doivent pas aller sur le terrain avec leur moto. Ils doivent aller sur le terrain avec des véhicules puissants qui démontrent Comment le voit au Ghana? Oui, des 4x4 qui dissuadent. Lorsque vous voyez le policier même, il est déjà dissuasif. Et lorsque vous voyez l'équipement avec lequel il s'est positionné, vous n'avez même pas envie de fuir. Vous n'avez même pas envie de fuir. Et d'ailleurs, pourquoi vous fuyez? Pourquoi est-ce que les usagers prennent... Parce qu'ils sont fautifs. Oui, lorsque vous êtes fautif, vous voyez l'agent, vous vous arrêtez. Le fait de fuir traduit ou ouvre les portes à d'autres spéculations. Est-ce que vous comprenez? Et ça, si nous avons le temps, nous allons y revenir par rapport à la question du délit de fuite et par rapport aux voix qui s'élèvent souvent pour se plaindre parce qu'un policier ou des policiers ont suivi tel ou tel pour aller déboucher dans un accident. Oui, mais là aussi les policiers le font pas de la bonne manière quand même. Quand on poursuit un conseil de médias à qui on n'arrive pas à l'attraper, on le pousse, on pousse la moto par un pied, c'est quand on veut tuer la personne. C'est simple de relever le numéro et de le convoquer après on pousse que tu veux le poursuivre et créer un accident. Je pense que pour éviter de se faire pousser par un policier de cette façon, il vaut mieux tout simplement s'arrêter. Tout simplement s'arrêter. C'est une responsabilité, c'est un devoir citoyen. Le policier vous interpelle, la moindre des choses lorsque, que ce soit un policier ou un non-policier, un individu vous interpelle dans la circulation, vous marquez un arrêt, vous l'écoutez. Qui sait? Peut-être c'est une vieille relation, qui sait? Peut-être c'est quelqu'un qui voudrait vous agresser. Ils ont fait des raquettes aussi. Oui, mais il faudrait écouter la personne. Écouter, c'est avoir la créativité nécessaire pour donner un sens réel à ce qu'une autre personne vous communique. Vous n'avez pas écouté, vous ne pouvez pas porter de jugement sur son interpellation. Alors, on va revenir. Alors, est-ce qu'il faut aujourd'hui installer des services comme on le voit au Ghana, en Côte d'Ivoire, où il y a des radars qui sont là, qui flashent les automobilistes, et une fois qu'on vous flash, on donne la main, vous allez payer cher, et ce qui dissuade déjà à rouler, à tourner voir sur les routes là-bas en Côte d'Ivoire, au Ghana et ailleurs. Tout à fait. Vous savez, la gestion de la sécurité routière n'est pas un jeu d'enfant. C'est une activité qui comporte des incidences financières très élevées. Et c'est une exclusivité qui revient aux États, puisqu'ils ne sont que les instances qui disposent de ces genres de moyens. Et les radars, il faut en démultiplier. Vous voyez la vitesse à laquelle le trafic routier au Togo, dans la capitale Lomé ici, s'étend. Il faudrait vraiment mettre les moyens, plusieurs radars fixes et mobiles, pour gérer. Et au même moment, mettre des dispositifs de sanction. Pour revenir à votre question, non des moyens à ajouter à la sensibilisation, il faut que nous allions à la sanction. Et sur ce terrain également, je voudrais attirer l'attention de la population togolaise pour dire, les mêmes personnes qui se plaignent, qui sont outrées devant ces chiffres porte-malheur, sont ces mêmes personnes qui se retirent pour fustiger les mesures rigoureuses pour gérer. C'est dommage. Vous voyez les attroupements lorsqu'il y a des accidents, et au même moment, lorsque quelqu'un viole un feu, vous l'interpellez, faut être face à des images atroces comme ça. Vous voyez, la même population est outrée. On veut une chose et son contraire à la fois. Je dis, il faut laisser la latitude à l'État, au gouvernement d'agir
et en temps opportun et indiqué, on pourra leur faire le procès de la réussite ou de l'échec de ce qu'ils ont eu à faire. Mais pendant l'exercice, laissons le soin aux autorités. Et moi, quand je parle des autorités en matière de sécurité routière, je vais parler de la police qui doit agir sans influence aucune venant de qui que ce soit. Alors, j'ai une dernière question peut-être avant de nous séparer. Un chauffeur me disait tout récemment, je le cite, l'excès de vitesse ne tue pas, c'est l'imprudence qui tue. Comment réagir à ce propos? Parce qu'il revient à vivre à lui, je lui ai posé la question, et il me répond ainsi. Il faut reconnaître que l'excès de toute chose est nuisible. À partir de cet instant, l'excès de vitesse est nuisible. Mais, dès lors que, c'est pour cela que nous parlons en matière de sécurité routière, ou du moins en matière de conduite, de professionnalisation de la conduite. Lorsque vous avez été soumis à des tests professionnels de conduite, où votre capacité, votre typovigilance a été prouvée, mis à rude épreuve et a tenu face au barème d'annotation, il va sans dire que vous pouvez être exposé à des genres de conduite. Est-ce que vous comprenez? Les conducteurs, je n'aime pas souvent employer chauffeur, les conducteurs des convois présidentiels ou de personnalités, des ambulances par exemple, ils font la vitesse. Quand vous prenez une ambulance, surtout les pompiers. Voilà. Vous prenez une ambulance, vous avez quelqu'un qui est en train de gémir là-dedans, vous allez à 40-80, c'est que on peut vous faire un procès pour cela. Vous voyez? Donc, en ce moment, la vitesse est nécessaire, elle est utile, mais elle ne se lève pas qui veut pour s'improviser conducteur d'ambulance, ambulancier. Vous voyez? Ne se lève pas qui veut pour aller se présenter. Il faut une expérience, il faut une compétence. Il faut une compétence. Une autre proposition pour éviter les incidents, évidemment, c'est que l'alcool cause beaucoup d'accidents. Mais on voit que les policiers ne sont pas dotés d'alcotest qu'on le voit ailleurs. Pourquoi ne pas trouver l'alcotest aux policiers sur la route pour faire des tests d'ailleurs rapidement sanctionner les gens pour éviter qu'ils sous l'avant de prendre le volant? Ce sont des outils, ça fait partie. Mais c'est élémentaire là. Oui, mais c'est aussi coûteux que ça. Comme les dispositifs de radar, c'est pas coûteux. Oui, mais vous savez, en 2009-2010, on était à 44 carrefours dotés de feux tricolores à Lomé. Aujourd'hui, on est à plus de la centaine. S'il faut multiplier les radars, l'unité, peut-être ça n'a pas de coût, ou du moins le coût n'est pas influent. Mais dès lors qu'il faut multiplier ces radars à tous les carrefours, les étendre aux axes, à l'intérieur des villes, comme sur les voies. On en a plus deux à ça, c'est pas l'État qui l'a installé, c'est Sodias Atom et une ONG qui l'a installé là-bas. C'est juste pour attirer l'attention des conducteurs. Oui. Et c'est déjà un pas. C'est déjà un pas, et comme nous le faisons, il nous arrive d'écrire, d'adresser des correspondances à des partenaires techniques et financiers pour leur demander d'accompagner notre gouvernement dans ce sens. De toutes les façons, c'est un coût. C'est un coût pour lequel l'État doit s'investir. Mais au même moment, les usagers, la population doit s'engager à entretenir, à observer. Vous voyez les feux tricolores. J'ai envie de vomir quand je vois des feux tricolores aujourd'hui sur certaines voies qui sont cassées, détruites par des accidents. Et souvent on ne les remplace pas. On ne les remplace pas. C'est un coût. Vous savez, un feu, un montant de feux tricolores vous coûte entre 4-5 millions et 25 millions. Aujourd'hui, on voit des montants en tôle, c'est la mauvaise qualité. C'est des montants métalliques, mais ce sont des tôles là encore. Et ça ne résiste pas, c'est ça le truc en fait. C'est fini, ça tombe. Je voudrais, tout en faisant, c'est pas un procès, mais tout en invitant les autorités. Non, tout en fini, parce que la relation. Tout en invitant l'autorité à se consacrer de façon
vraiment formelle à la gestion, en mettant les moyens, en dotant les acteurs des équipements nécessaires, il faudrait aussi que nous ayons l'opportunité d'inviter la population à prendre soin du vieux neuf, si je peux, entre griffes, le dire comme ça, qu'on a aujourd'hui. Merci à M. Otto Binter Kwego. On vous laisse peut-être la passion dans le mot de fer rapidement. Bien, la route ne tue pas, hein, mais la route ne pardonne pas. Elle ne pardonne pas du tout. Et j'invite les Togolais à aller vers l'apprentissage du langage de la route. On ne peut pas se lever et entrer dans un bureau. Je ne peux pas venir ici commencer par animer si je n'ai pas appris le métier d'animateur de télévision ou de radio, ou comme mon confrère ou camarade ou compatriote le dit, s'improviser en éditorialiste. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que les utilisateurs de la route aujourd'hui sont compétents à l'utiliser? La question se trouve là. Et par conséquent, il faut que nous puissions amener tous les utilisateurs, piétons, conducteurs motorisés ou non, à apprendre le code, à avoir la connaissance du code de la route et à l'appliquer en présence de la police ou non. Ok. Merci à M. Otto Binter Kwego. Il est le responsable de Action pour les victimes de la route, sécurité routière, secours d'urgence. Merci à Yolom Atisobo. Merci Junior. Merci à Firmin Tekouagos, qui on a besoin de vous avoir ici en studio. Mesdames, Messieurs, Talk Talk cette semaine s'achève ainsi. On se retrouve lundi avec le même plaisir. Bon week-end à vous tous.